Bienvenue dans La Voix du couple, le podcast qui vous accompagne dans cette magnifique aventure qu'est la vie à deux. Nous sommes Anna et Johan, deux humains qui avons fait le choix de partager un chemin commun avec ses joies et ses défis du quotidien. Pour nous, le couple est un espace fascinant qui invite à l'introspection et offre des possibilités d'épanouissement sans limite. Parce que vivre, c'est apprendre à toujours mieux aimer, nous avons à cœur de vous partager les épreuves et les enseignements que nous tirons régulièrement de notre expérience du couple, pour grandir ensemble. Alors que vous soyez ou non en couple, passionné de relations humaines ou amoureux de l'amour, ce podcast est fait pour vous. Cheminons ensemble sur la voie du couple. Bonjour. Alors aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial. Je ne suis pas avec Anna, mais par contre je suis avec un invité de marque qui est aussi un de mes meilleurs potos. Je vous présente Simon Sam. Salut les amis. Qui est graphiste, illustrateur pour son métier. Mais bon, ce qui nous intéresse ici, c'est parler aussi beaucoup de couple. Et voilà, Simon, c'est mon bro. Ça fait des années qu'on se connaît, ça fait plus de 10 ans. Ouais. Et voilà, on a traversé plein de trucs ensemble. Et toi, je sais que t'es avec Roxy, du coup, ta copine, depuis... Ça fait 10 ans, mec. Ça fait 10 ans que vous êtes ensemble. Ouais, c'est chaud. Par contre, toi et moi, ça fait presque 15 ans. Maintenant. Ouais, ça fait 15 ans qu'on se connaît. 15 ans, mec. Ouais. Et donc du coup on a traversé plein de trucs ensemble et moi je t'ai vu grandir dans ta relation aussi et du coup voilà je me disais que ça serait intéressant deux mecs qui parlent un peu de leur relation de couple et tu vois et aussi parler toi de ce que tu as traversé. Je sais qu'il va y avoir plusieurs thématiques qu'on va aborder parce que toi, tu as traversé un truc qui s'appelle le TOC de couple. Je sais que c'est un truc dont on parle de plus en plus aujourd'hui. Ça fait quelques années, maintenant même pas mal de temps que tu as traversé ça. Et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Ouais. Et donc, on va revenir là-dessus, si tu es OK avec ça. Ouais. On va parler aussi des choses qui ont fait qui t'ont permis en fait, de sortir de crise de couple aussi récemment. Et voilà, moi je t'ai vu grandir et t'épanouir dans ton couple de plus en plus et genre ça fait grave plaisir à voir. Et peut-être qu'il y aura des clés justement qui pourront vous aspirer à toutes et à tous pour ça. Puis peut-être aussi qu'on parlera un peu de masculinité, de ce que ça veut dire dans le couple, de tous ces sujets-là. Ça c'est à peu près pour voilà les grands sujets que j'ai envie d'aborder. Mais après voilà, on pourra partir en digression sur ces thèmes-là. Je pense que ça sera cool. Et voilà, peut-être commencer par le commencement. Peut-être parler du TOC, parce que c'est peut-être un peu le... Ah, direct. Ouais, je sais pas, peut-être. Ou je sais pas, en fait... Non, mais comme tu veux, mec, en vrai. Zéro souci. En vrai, peut-être tu peux te présenter aussi. Et peut-être on va commencer par ça, peut-être. Juste te présenter et... Ouais. Qu'est-ce que je peux dire ? Simon, 31 ans... Ouais, putain, 31 ans, ouais. Ouais, 31 ans. Carrément, maintenant, mec, tu sais que je sais plus quel âge j'ai, quoi. Genre, on dirait que je suis dans le déni, tu vois. Je suis resté bloqué à 30 ans ouais, aussi, à 30 ans, maintenant, je suis dans le déni. Ouais. Et je fais de la direction artistique, du graphisme, principalement dans la musique et dans la culture. Mais d'ailleurs, juste, je casse ça là, parce que c'est Simon qui a fait la DA de La Voix du couple, j'ai oublié de le mentionner. C'est vrai. De ouf, j'avais oublié, moi, carrément. Mais c'est toi qui as fait toute la DA, en fait. Ouais. Et donc, merci pour ça, parce que voilà, tous les contenus que vous voyez, les couleurs, parce que côté très pastel et tout, c'est Simon. Dites-nous si ça vous plaît, les amis. Dites-nous si ça vous plaît. En tout cas, nous, ça nous plaît. Hein. Ouais, moi aussi, j'aime bien. Et non, mais voilà, que dire, mec, ça fait 10 ans que je suis avec Roxy, donc 10 ans que tu la connais aussi, du coup. Sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? J'adore écouter de la musique, je dessine beaucoup, je lis des bandes dessinées, j'adore les dessins animés. Mon dessin animé préféré, c'est Bob l'éponge. Voilà. Et je dirais aussi que t'es un grand sensible. Parce que ça. Ouais, mais j'aurais pas osé dire ça de moi. Genre, ouais. Moi, je le dis de toi, tu vois. Moi, je le dis de toi. Ça fait plaisir. Ouais. J'aime bien, moi. C'est un compliment pour moi. Ouais. Et je te proposais du coup de rentrer dans le vif, dans là où ça a commencé, je dirais. Enfin, ouais, par rapport au TOC. Ouais. Je sais que j'ai reçu pas mal de questions sur ce sujet-là. C'est quoi le TOC de couple déjà ? Tu peux nous en parler un peu ? En gros, c'est des obsessions, des pensées obsessionnelles fixées sur le couple. Et ça peut prendre plein de formes différentes, mais me concernant, c'était souvent des questions en boucle qui revenaient sur est-ce que j'aime encore ma copine, tu vois. Et je sais que ça peut prendre d'autres formes, comme par exemple, est-ce qu'elle m'aime encore ? Est-ce que... mais
Voilà, moi c'était vraiment sur mes sentiments à son égard, tu vois. Ouais. Et du coup, on appelle ça TOC, et c'est pas juste, comment dire, une obsession simple, quoi. C'est vraiment un TOC parce que c'est des questionnements qui reviennent en boucle à longueur de journée, et à tel point que moi, il m'est arrivé de ne rien faire de mes journées parfois, c'est-à-dire pendant 4 heures d'affilée, j'étais là assis sur mon lit et je me demandais, est-ce que je l'aime vraiment? Est-ce que là, quand elle est arrivée l'autre jour, est-ce que c'était pas du désamour que j'ai ressenti pour elle? Oui, non, ok. Donc en fait, le système, c'est on se pose une question, ensuite on essaie de se rassurer sur le questionnement qu'on se pose. Puis en fait, ça nous va jamais assez. On se repose encore la question, on est sûr, nanana. C'est comme voilà, quelqu'un qui vérifie que la porte est bien fermée. Ouais. Il vérifie 5 fois que la porte soit bien fermée. Puis en fait, il y a un truc où merde, putain, j'ai vérifié 5 fois, mais je sens que la dernière fois c'était pas assez bien vérifié. Donc il revérifie encore 1, 2, 3, 4, 5 fois. Enfin bref, ça peut ne jamais s'arrêter. Et ouais, c'est un TOC parce que c'est trouble obsessionnel compulsif, c'est un truc qu'on peut pas empêcher, quoi. Moi, parfois, j'étais en soirée avec des potes, je devais aller me foutre dans les toilettes pour me poser des questions, pour réfléchir. Donc, je me prenais 20 minutes dans la soirée. Est-ce que je l'aime vraiment? T'es sûr que machin, un truc et tout machin? Et donc voilà. Mais donc du coup, comment tu distinguerais le TOC, alors même si tu as déjà un peu répondu à ça en parlant, Ouais. mais de simples interrogations sur ton couple? Parce qu'en même temps, t'avais pas envie de la quitter, c'est ça aussi Ouais. Parce que je me souviens très bien, tu m'en parlais beaucoup Ouais. quand c'était là, et je me souviens qu'à aucun moment tu contemplais vraiment l'idée, enfin, à aucun moment tu t'étais décidé à la quitter du tout. C'était vraiment, tu avais conscience en même temps que c'était des idées Ouais. et qu'au fond, t'étais pas prêt à sauter le pas, tu vois. Oui, parce que c'est ça le paradoxe du TOC en général. Si tu te poses toutes ces questions, c'est parce que t'as peur Ouais, des questions que tu te poses, tu vois. C'est parce qu'au fond, t'en as pas envie, tu vois. ouais. Donc t'essayes de vérifier. Attends, c'était quoi la question que tu m'avais posée déjà? Oui, ouais, pardon, oui, j'ai peut-être pas été clair, mais c'est en gros, c'est quoi la différence entre des simples questionnements sur ton couple et le TOC, oui, tu vois? oui. La différence, bah, je le vois aujourd'hui puisque ça m'arrive de me poser des questions comme tout le monde, mais à l'époque, en fait, il y a aucune réponse déjà qui est valable, Ouais, dans le sens où il y a rien qui te soulage, tu vois. Et puis surtout, il y a un besoin, enfin, à la fois il y a rien qui te soulage et en même temps, tu as besoin de répondre. Alors qu'aujourd'hui, tu vois, une personne lambda, elle se pose des questions sur son couple. Bon, elle se pose une question et puis elle peut se remettre à bosser ou à continuer sa journée, etc. Et puis elle se reposera peut-être la question dans 2-3 jours. ouais, Et puis je sais pas, il y a un truc où tu fais un peu confiance à la Ouais. vie, à ce qui est en train de se passer, etc. Tu peux lâcher le truc, quoi. ouais, Dans le TOC, il y a vraiment encore une fois, c'est trouble obsessionnel compulsif, c'est une obsession compulsive. Il y a un truc de t'es obligé de répondre là maintenant tout de Ouais. suite, de tout arrêter, et puis quand tu vois que tu passes des heures, que ça tourne en boucle dans ta tête, bah il y a des chances que voilà que t'aies des tocs, Après on appelle ça toc de couple parce que comment dire. Ces obsessions-là, elles se mettent beaucoup sur le couple, en gros sur les choses qui sont importantes pour nous dans la vie, mais ça peut. Je sais que moi, c'était beaucoup sur le couple, mais parfois, cette obsession, elle se déplaçait sur d'autres choses. d'accord. Donc, bah, sur des sujets moins drôles, par exemple, tu vois, mais à un moment, j'ai eu je crois que je sais même pas si je t'en ai déjà parlé, mais à un moment, j'ai eu un toc sur le fait de me suicider. Est-ce que j'avais envie de me suicider, tu vois? Et donc, du coup, je me posais tout le temps la question pendant des jours, est-ce que j'ai envie de le faire? Est-ce que j'ai envie de passer à l'action, etc. Puis ça s'est déplacé aussi sur la dépression. Est-ce que je suis en dépression? Attends, non, hier j'ai réagi comme ça. Donc machin, donc ça veut dire que je suis pas en dépression. Oui, mais en même temps, là, j'ai passé ma journée à dormir hier. C'est quand même des signes de dépression intense, etc. Ouais, mais bon, j'arrive quand même à faire du sport, machin. Enfin, tu vois le truc, le système, quoi. Et Je crois que ça a un nom d'ailleurs, c'est les idées intrusives, non? Il y a les idéations. Obsession idéative, obsession idéative. C'est ça le terme. Ouais, c'est le terme en psychopathologie qui décrit ça. C'est ça. Okay. Mais je pense que comme on est dans une époque, comment dire, où le couple c'est devenu, enfin peut-être ça a toujours été, mais en tout cas on
on expose le couple comme un trophée, tu vois, sur les réseaux sociaux, tout ça. Il y a vraiment... on peut parler de toc de couple parce que c'est le couple, c'est vraiment un sujet, quoi. Tu vois, c'est vraiment... Mais ça, tu vois, c'est hyper intéressant ce que tu dis là sur le fait que... parce que ce serait intéressant de voir si, notamment dans la littérature, il y a, tu vois, parce que c'est un peu le seul truc qu'on pourrait avoir des époques précédentes, s'il y a déjà eu des trucs qui ressemblaient au toc de couple. Parce que je pense qu'il y avait des obsessions amoureuses. Ça a toujours existé. La littérature, on a toujours parlé dans le théâtre et tout. C'est des mecs qui deviennent fous par amour et tout. Ouais. Mais l'idée, genre, t'es en couple, genre, ça c'est acté, et tu te poses des questions sur ton couple. Bah, je pense que c'est un truc, c'est une invention de la modernité, ça. J'en suis même à peu près certain, parce que mais c'est un sujet dont on avait pas mal parlé, notamment avec Angelo, et qui était dans mes lectures. Angelo, on avait fait 2 épisodes avec lui sur ces thèmes-là. C'est l'idée que, effectivement, aujourd'hui dans notre société, il y a un investissement autour du couple qui est énorme, parce que maintenant, le couple, c'est à la fois l'institution, le mariage, l'endroit où tu vas élever tes enfants, et en plus de ça, c'est aussi le lieu où on s'aime, et où on relationne avec quelqu'un par amour et par sentiment. Ce qui n'était pas le cas du tout, même pour nos, je sais pas, toi, tes grands-parents, je pense que tes grands-parents c'était des mariages d'amour, mais moi, même à l'époque de nos grands-parents, arrière-grands-parents, déjà, il y avait très peu de mariages d'amour, quoi. C'était la plupart du temps arrangé, ou alors des trucs de collusion entre familles. Et donc là, pour eux, c'était évident qu'il y avait une dissociation entre l'amour et les sentiments, qui devaient plutôt vivre dans des aventures extra-conjugales ou à d'autres endroits de la vie, et le couple comme institution qui était l'endroit pour éduquer les enfants, et tu vois. Et en fait, le fait de tout ramener dans un truc, avec en plus toute la pression autour de l'image sur les réseaux sociaux, sur ça, bah en fait, ça crée une pression autour du couple qui est énorme. Mais par rapport à ce qu'on dit là, pour moi, c'est clairement une, entre guillemets, maladie du coup du 21e siècle. Je crois pas que ça existait avant l'ère des réseaux sociaux, de l'image, etc. Parce que ce qui provoque aussi le toc de couple, en particulier, bon, c'est déjà je pense des prédispositions. Moi, je suis quelqu'un de très angoissé à la base, tu vois. Je veux toujours que tout soit parfait, machin, etc. Donc, t'as des prédispositions. Et puis, je suis un peu un contrôle fric aussi, tu vois. Enfin, ça joue beaucoup, quoi. Mais ce qui fait que il y a vraiment que le toc de couple existe. Je pense que c'est vraiment parce qu'il y a aussi la comparaison. Tu vois, on a accès à la comparaison tout le temps, quoi. Tu te balades sur les réseaux sociaux, t'as toujours l'impression qu'il y a mieux que toi, qu'il y a une meilleure personne pour toi, qu'il y a un meilleur couple, tu vois, qui existe que le tien, etc. Donc voilà, c'est tous ces trucs-là qui te font te poser au début la question de: est-ce que cette personne est assez bien pour moi ? Est-ce que je l'aime ? Est-ce que je serais pas plus amoureux avec cette personne-là que je viens de croiser, tu vois, sur mon feed Insta, etc. Et c'est de là que commence la roue, quoi, la roue infernale du toc. Mais ouais, en tout cas, pour revenir sur ce que tu disais par rapport à la comparaison, c'est hyper intéressant. Ça, c'est un sujet qu'on a beaucoup abordé dans le podcast, notamment sur je sais pas si tu avais entendu parler de ça, tu sais, le paradoxe du choix. Ça te dit quelque chose, ce truc ? Oui, carrément. C'est comme sur Netflix. Genre, t'as du mal à choisir un film. Le fait d'avoir 50 000 choix de films fait qu'au final, tu mets 1 heure à choisir. À la fin, t'en as marre, tu regardes pas de film, quoi. Ouais. Alors que avant, on avait 3 chaînes de télé et qu'on t'imposait, entre guillemets, un peu un truc à regarder. Et puis, t'étais très heureux comme ça, quoi. Ouais. Mais le fait d'avoir un max de choix comme on a sur Netflix et compagnie, ça te donne l'impression que c'est super, t'as tous les choix que tu veux, tu peux faire ce que tu veux, et en fait ça crée un espèce de mal-être à l'intérieur puisque tu es incapable de choisir. Ouais, c'est exactement ça. Et en fait, t'as des psychologues américains, on en avait parlé à l'époque, puis t'as des psychologues américains qui ont théorisé ce truc-là et qui ont fait des études là-dessus pour savoir c'est quoi le niveau de choix optimal avec lequel t'as l'impression de ressortir gagnant, tu vois. Et en fait, trop peu d'options, genre 2-3 options, c'est pas forcément assez, tu vois. Donc les gens sont un peu frustrés d'avoir que 2-3 options, tu te dis bon voilà. Mais en même temps, si t'en as 50, les gens sont frustrés aussi. Ça va même créer des trucs, tu vois, des déformations, genre du perfectionnisme à outrance. Peut-être même aussi l'extrême truc de ça va être des trucs de genre de toc de couple, tu vois.
où tu te mets à comparer à chaque fois ta relation parce que tu penses que tu pourrais toujours avoir mieux, comme tu disais tout à l'heure. Et en fait, je crois qu'ils avaient trouvé un nombre optimal qui est autour de 6, je crois. Genre, si tu choisis entre 6 items et que genre, on te limite à 6, là, t'es content. Ouais. Genre, c'est à peu près un nombre optimal pour lequel là, t'as l'impression d'avoir choisi un truc cool. Et, Bah, c'est pas vraiment le cas là, avec les réseaux sociaux, hein, puisqu'on a un choix infini. Enfin, on croit avoir un choix infini en tout cas. Mais en vrai, il y a. Je pense qu'il y a même plusieurs trucs. C'est-à-dire, t'as les réseaux sociaux où t'as en permanence, t'es exposé à des milliers de contenus. T'as les applications de rencontres aussi. Où genre potentiellement tu peux avoir accès à des profils de milliers de célibataires. Moi, j'ai jamais été sur les applis de rencontres pour le coup. Mais il y a beaucoup de gens qui y sont, tu vois, et qui souffrent de ça aussi, tu vois. Et puis après, t'as quoi d'autre? T'as la pornographie aussi. Ça joue de ouf parce que là aussi, tu peux être en 3 secondes, tu peux avoir accès à des corps nus de meufs avec tous les trucs que tu voudrais dans tes fantasmes, genre. Et en fait, ça te fait devenir. C'est difficile de se contenter de la réalité quand t'as accès à ça. Et en fait, tout ça ensemble, plus le consumérisme aussi, en fait, ça crée un espèce de vortex. Et en fait, on a cette illusion de l'illimité. On se croit illimité, je pense. Ouais. Enfin, je sais pas si ça résonne par rapport au talk de couple. Mais surtout, c'est l'illusion du contrôle. Tu vois, on a l'impression qu'on peut tout avoir, quoi. Que tout est possible, que je sais pas où je vais en disant ça, mais il y a vraiment ce truc de contrôle pour moi, cette notion de contrôle derrière, quoi. Ouais, mais je vois très bien ce que tu veux dire. Parce que si tout est illimité, mais tu pourrais avoir une espèce d'humilité de dire ouais, c'est pas pour moi et tout, et de renoncer à ça, mais il y a une espèce de truc genre non, c'est peut-être possible pour moi. Donc c'est à cet endroit-là où il y a ce truc de. Mais je dirais, ouais, c'est presque. C'est de la toute-puissance, quoi. C'est un truc de. Ouais, et puis il y a aussi ce truc de tu peux prendre les choses et les jeter comme ça, tu vois. Tu prends, tu jettes. Et en fait, avec ce toc-là, j'avais l'impression que ma relation que j'avais construite après tant d'années, tous les liens que j'avais créés avec ma copine, tu vois, je pouvais du jour au lendemain, tac, prendre, jeter, trouver mieux à côté, etc. Ouais. Parce que en fait, mais c'est très mental. C'est pas, tu vois, parce que en fait, en réalité, dans la vraie vie, tu t'es toujours senti relié à Roxane. Toujours, mais c'est ça qui fait que ça fait 10 ans et qu'on a tenu malgré ça, parce que c'était très dur. Le moment où le toc était vraiment là, où j'étais en plein dedans, c'était extrêmement dur. Extrêmement dur pour moi, parce que ça me faisait souffrir, un truc de malade, mais extrêmement dur pour elle aussi, parce que quand t'es dans tes angoisses de toc, etc., forcément tu mets de la distance avec la personne avec qui t'es, tu vois. Genre il y a un truc où tes pensées elles contaminent aussi tes sentiments, tes émotions. Donc tu crois un peu ce que tu penses, tu vois. C'est-à-dire t'es là, tu te dis merde, j'aime pas trop sa coupe de cheveux aujourd'hui. Putain, merde. Du coup, putain, c'est un peu grave là. Je sais pas si je l'aime encore et tout. Et donc en fait, tu commences à te sentir toi-même. Tu commences à croire en fait tout ça et je sais pas. Moi, en tout cas, il y avait un truc où je m'éloignais d'elle, tu vois. Dès que je commençais à ressentir ça. Et ce qui était dur, c'était en fait d'accepter ces pensées-là, de les laisser passer, et ensuite d'accepter les émotions pour nettoyer un peu tout ça, tu vois. Ça, c'était hyper dur, parce que quand tu ressens ces choses-là, il y a un truc où t'as pas envie de ressentir ça, tu vois. Tu te dis, j'ai pas, enfin, je pense ça, mais je sais pas, j'ai pas envie de ressentir ça. Et en fait, c'est encore une fois une boucle infernale. Donc, comme t'as pas envie de ressentir ça, t'as pas envie de penser ça. Donc, tu dis non, mais t'essaies de te rassurer. Tu dis non, mais bon, quand même, hier, on a passé un super moment, machin. Et puis, en fait, le fait de se rassurer, ça alimente encore cette partie de toi qui est le toc, en fait, tu vois. Qui doute, etc., quoi. À partir du moment où tu donnes du crédit, en fait, à ces pensées-là, tu leur donnes de la force aussi, en fait. Tu vois. Ouais, en fait, c'est contre-intuitif, mais à vouloir trop se rassurer, on fait que empirer la boucle. En fait, on nourrit la boucle avec la réassurance. Exactement. Ça, c'est un des trucs. Mais même moi, ça m'a vachement aidé, parce que je sais qu'on en parlait beaucoup à l'époque de ce truc-là. Et en fait, je pense que tous les angoissés, sans que ce soit forcément du toc, c'est-à-dire à un niveau obsessionnel, je pense on souffre tous de ça. C'est-à-dire, on prend nos pensées pour avec peut-être un peu trop de
de sérieux. Et donc, il y a certaines pensées ou émotions qui nous font un peu peur parfois. Tu vois, les angoissés, ils vont toujours imaginer le pire, par exemple. Ouais, tu vois, bien ils sûr. vont se dire, ouais, si ça tournait mal, si je manquais de ça, si je truc et tout. Et en fait, le fait de vouloir se rassurer là-dessus, comment dire, justement, en imaginant des scénarios qui pourraient permettre de s'en sortir. Moi, je sais que ça va vachement être sur les chiffres, par exemple. Tu vois. Genre, je sais que je vais avoir l'angoisse de manquer et tout. Et je sais que je vais parfois faire des espèces de prévisions de ce que je vais gagner en argent sur les prochains mois et tout. Et je fais des trucs, mais c'est un peu compulsif parfois, tu vois. Genre, je me fais des additions et des additions et je me dis scénario haut, scénario bas, scénario milieu. Et en fait, le problème, c'est que ça résout rien. Ouais. Ça te rassure à aucun moment, en fait. Parce que ça me rassure pas du tout. Ouais. En fait, juste, parce que c'est que du mental, c'est-à-dire c'est que de la projection. C'est genre des trucs que j'ai pas encore gagnés. C'est du temps que je passe à pas faire des trucs qui pourraient me permettre de gagner ma vie, tu vois. Enfin, et en fait, j'ai l'impression que ça me rassure, alors qu'en fait, je reste juste dans ma tête et je nourris la boucle. Et je pense que pour beaucoup de gens aussi qui traversent des problèmes de couple, etc. Alors c'est très difficile de pas tomber là-dedans, surtout quand t'es un peu angoissé de nature. Mais ouais, cette idée que la réassurance ne fait que alimenter en fait la pensée angoissante qu'elle essaie de résoudre. Ouais. Bah, en fait, sur le moment, ça te fait du bien entre guillemets, tu vois. Ouais. Mais c'est exactement comme si t'as un tuyau qui fuit. Ouais. Tu mets un bout de scotch, tu vois. Ouais. Donc, sur le moment, ça va couler un petit peu moins, puis au bout d'un moment, ça va craquer et repéter encore plus, etc. Alors qu'en fait, ce que tu devrais faire, c'est appeler un plombier et voilà. Je sais pas si la métaphore, elle est hyper. Si, c'est ça en vrai. Mais ouais, en fait, la solution qui est le truc le plus dur à faire, c'est de laisser les choses te traverser, quoi. C'est-à-dire laisser les pensées te traverser, ne pas leur accorder trop d'attention. Après, on n'est pas parfait, voilà. Il y a des moments où tu craques, etc. Mais moi, ce qui fait que je suis sorti de ça, tu vois, alors que j'étais vraiment dans le puits du top, quoi. Mais ce qui fait que j'en suis sorti, c'est de me remettre au sport. Ok, intéressant. Je me suis remis au football américain, qui était un sport que j'adorais et tout. Et le fait de me dépenser, d'avoir des moments où j'étais obligé d'être concentré sur ce que je faisais. Ouais. Tu vois, parce que en fait, au foot américain, si t'es un peu à côté, tu te fais éclater la gueule, tu vois. Non seulement par les mecs qui te rentrent dedans, mais en plus par les coachs qui sont absolument pas drôles, tu vois. Ouais. Et du coup, ouais, le foot américain, à ce moment-là, ça m'a grave aidé. Et tu vois, c'est des petites choses comme ça, c'est des petites marches, tu vois, des petits steps qui, d'abord, le foot américain, ça m'a aidé. J'avais encore mes talks et tout, mais il y a un truc où déjà j'avais fait un petit pas de côté, tu vois. Et ensuite, la méditation. Tu vois, le fait d'apprendre à pas m'accrocher aux pensées, etc. Ça m'a vachement aidé. Le fait aussi de donner plus de sens, tu vois, à ma vie en travaillant, tu vois, sur des choses qui me font plaisir. Parce que ce qui faisait que le TOC était aussi puissant, c'était que je lui donnais le loisir d'être puissant, tu vois. Je foutais pas grand chose dans ma vie à ce moment-là, tu vois. Je sais plus d'ailleurs si je fumais encore des joints à l'époque ou pas, mais tu vois, ce qui est sûr, c'est que je faisais pas grand chose. Ouais, ça me laissait du loisir pour réfléchir à tout ça, tu vois. Bien évidemment aussi, il y a mon psy, Rodolphe, à qui je fais un gros bisou, qui était spécialisé d'ailleurs justement dans le talk de couple, et je l'avais trouvé sur internet. C'était le seul psy qui en parlait, parce que lui-même justement l'a vécu. Et ouais, lui il m'a sauvé, quoi. C'est-à-dire je le voyais à raison de peut-être 2-3 fois par mois. Il m'a aidé à comprendre ce que je vivais, ce que je ressentais à ce moment-là, comment gérer entre guillemets ça. Enfin voilà, il m'a ouvert à tout, quoi. Il m'a ouvert à tout. Genre vraiment, c'est. Et du coup, tout ce dont on parlait là sur le fait par rapport à la réassurance, ça t'a permis de comprendre aussi ce qui t'arrivait et de mettre ça en perspective et d'être peut-être moins emporté par le flot de pensée, j'imagine aussi, d'avoir quelqu'un qui t'explique ce qui se passe et tout, genre. Ouais, bien sûr. De l'avoir lui, ça m'a refait redescendre, quoi. Justement, j'étais trop là-haut, et il a mis des mots sur ce que je ressentais, et franchement,
j'invite tout le monde enfin tous les gens qui pensent qui ont des TOC à justement aller consulter quoi. Aller consulter parce que ça peut être ça peut être un enfer de s'enfermer dans sa grotte et on peut avoir l'impression de devenir fou quoi, vraiment. Donc plein de petites choses et puis après d'être avec quelqu'un qui malgré les difficultés l'a accepté. Et qui je sentais m'aimait, ça me permettait de me reconnecter moi aussi à l'amour que j'avais pour elle, tu vois. Parce que parfois t'es tellement dans tes pensées justement quand t'as un TOC que tu perds tout contact avec le cœur en fait. T'es tellement dans ta tête que t'es déconnecté du cœur, tu vois. Mais vraiment quoi, t'es dans un espèce de brouillard où tu ne sens plus rien en fait. Même quand tout à l'heure quand je disais que j'étais froid avec elle, j'étais un peu loin d'elle et tout, machin, à cause des pensées. C'est vraiment ça, c'est que je sentais même plus mon corps, tu vois. Je sentais plus mon corps, j'étais une espèce d'enveloppe, tu vois. Et ouais, et des petites choses comme ça, tu vois. Et de sentir qu'elle m'aimait encore. Tu vois, j'arrivais à me raccrocher à des petites choses comme ça, quoi. Et en fait, ce que tu me dis, tous ces trucs que tu me dis, j'ai l'impression que c'est des points d'ancrage. Ouais. Et j'ai l'impression que quand on est dans le mental, on n'est pas ancré, quoi. On est dans le brouillard. Ouais, c'est ça. On est dans un lieu où tout peut exister, où tu pourrais du jour au lendemain tout quitter pour aller avec n'importe qui, parce que t'as vu ça sur. Mais j'ai l'impression que l'époque, elle est un peu pas évidente pour ça. C'est qu'il y a tellement. Tu sais, c'était Pascal, le philosophe Pascal, le grand philosophe du XVIIe siècle, qui disait. Tous les maux du monde viennent de ce que les hommes ne savent pas demeurer au repos dans leur chambre. Et tu sais, il avait tout un truc sur le divertissement, Pascal, où il disait que le divertissement, justement, c'est ce qui nous divertit, c'est ce qui nous éloigne de nous-mêmes, et que les problèmes du monde viennent du fait que notre attention elle est en permanence, tu vois, déviée de l'essentiel finalement. Ouais. Mais ça, il disait ça au XVIIe siècle, à une époque où il n'y avait pas de lumière artificielle, où genre on se couchait en hiver avec le soleil. Où il venait d'inventer l'imprimerie depuis un siècle, tu sais, enfin un peu plus, mais tu vois. Et genre, il y avait à peine quelques livres et tout. Et genre, déjà à ce moment-là, il avait saisi qu'il y avait un enjeu par rapport au divertissement. Et quand tu vois l'époque à laquelle on vit aujourd'hui, mais par rapport à l'époque de Pascal, mais même là-bas, à cette époque-là, la plupart avaient des boulots physiques, tu vois, genre c'était au champ, c'était même, tu vois, les artisans, les trucs. Et c'était où tu étais quand même vachement connecté beaucoup plus à ton corps quand même, et au rythme de la nature et tout. Et déjà, c'était un enjeu. Alors imagine à notre époque, quoi. Ouais. C'est-à-dire que nous, sur toute la ligne, en fait, il y a rien qui nous pousse à nous ancrer. Rien. C'est-à-dire que la lumière artificielle, les jobs qui sont de plus en plus désincarnés, tous les bullshit jobs où tu sais même pas ce que tu fais derrière ton ordinateur. Tu vois, on n'est plus connecté à la nature, au cycle des saisons. Et en plus de ça, on a ces divertissements en permanence avec le smartphone où en 5 secondes, tu peux avoir accès à toutes les images du monde, quoi. Genre le monde de trucs. Ouais. Et genre, je sais pas où je voulais en venir avec tout ça. Non, mais moi, ça me fait penser à un truc, ce que tu dis, c'est que dans TOC, trouble obsessionnel compulsif, dans la compulsivité, il y a une idée de rapidité, on veut trouver la réponse tout de suite. On veut tu vois ce que je veux dire ? Et en fait, les divertissements là dont on parle nous empêchent de profiter de la lenteur aussi. Tu vois, de trouver le temps lent et de l'accepter, je dis d'en profiter, mais c'est plus de le savourer, tu vois. Et il y avait vraiment ce truc-là, tu vois, dans le TOC j'avais besoin de trouver une réponse tout de suite. Tout de suite. Je devais savoir tout de suite, est-ce que je l'aime ou pas, tu vois. Est-ce que je la trouve belle ou pas. Est-ce que aujourd'hui, tu vois, il y avait vraiment ce truc-là. Et je pense que les choses qui m'ont aidé, c'est des choses où j'ai pu prendre plus le temps, tu vois, me reconcentrer sur je sais pas, sur le je vais dire un truc bateau, mais sur le moment présent, tu vois, sur un truc où j'accepte, tu vois, le temps qui passe, quoi. Et moi, j'ai toujours eu l'impression de devoir courir toute ma vie après le taf idéal, la meuf idéale, le repas idéal, machin. Tu vois, tout le temps courir.
Et en fait, je pense que déjà ça n'existe pas, tu vois, cette notion d'idéal. Et ensuite, les choses se construisent dans le temps, en fait, tu vois. Ouais. Quand on prend le temps de faire les choses, c'est là que les choses deviennent, comment dire, concrètes, qu'elles commencent à exister pour de vrai et qu'elles deviennent solides, tu vois. Voilà. Ouais, non, mais je suis complètement d'accord avec ça. Et je te disais que l'époque nous aide pas du tout parce que notre attention elle est en permanence déviée vers. C'est pour ça que ça me faisait penser à ça. Et puis même, tu vois, tu peux aussi trouver tu peux penser que tu. Enfin, je sais pas, je pense qu'il y a des gens qui ont des tocs de couple aussi et qui peuvent aller se rassurer avec des articles ou alors même avec des contenus de développement personnel, tu vois. Peut-être même avec notre contenu, tu vois, sur la voie du couple et tout, genre. Bah oui. Parce que parfois, c'est sûr d'ailleurs. Parfois, je reçois des questions de gens parce que tu sais, on a un format Dr Love où on répond aux questions des gens. Et parfois, je te jure, je sens des questions de gens. Je sens dans la façon dont c'est formulé. Je me dis, oula, là, ça sent le toc de couple. Ouais. Du coup, je réponds pas à ces questions-là. Quand je le sens, je réponds pas parce que je sais que ça peut empirer le truc, tu vois. Genre en mode, est-ce que je l'aime vraiment? Est-ce que je sais pas? Et trucs et tout. Genre. Et ça me rappelle justement ce que t'as traversé. Et je me dis, ouais, en fait, je vais pas lui rendre service en répondant à sa question, en fait. Tu vois. Ou alors, si je réponds, c'est justement pour parler de ce dont on parle. C'est-à-dire de dire, en fait, il n'y a pas de réponse à ça et il faut accepter le temps long. Et, tu vois. Ça. Et donc ça aussi, ça peut être un vrai problème. C'est l'idée de vouloir aller absolument trouver du contenu sur Internet, tu vois, pour essayer de se rassurer. Et ça, encore une fois, c'est aussi le truc. À la fois, tu peux te comparer avec cet objet-là et être tout le temps en train d'être diverti et tout. Et en même temps, tu peux aller chercher de la réassurance, mais c'est une mine de réassurance infinie. Genre, tous les trucs de magazines féminins avec les 7 raisons de le quitter et tout. Genre, ces trucs-là, c'est cancer. Moi, je suis passé par tout, mec. Hein. Internet, c'était mon pire ennemi à ce moment-là. Mon pire ennemi. Genre, vraiment. Les tests, tu vois, tout. Ouais. Enfin, tu vois, les comptes Insta dans tous les sens, même le développement personnel à un certain degré m'a fait du mal, tu vois. Vraiment. Ah ouais, c'est intéressant ça, vas-y, viens. Tu peux développer là-dessus, même au-delà du couple, tu vois, genre par rapport au développement personnel. Parce que je sais que c'est un sujet dont on a beaucoup parlé récemment, tous les deux. Ouais. Non, mais en fait, c'est en train d'évoluer, mais moi, j'étais tombé dans le truc de la meilleure version de moi-même, tu vois. Et moi, je trouve que cette expression, elle est terrible. Vraiment. Qui est hyper à la mode, d'ailleurs, en ce moment, sur Instagram et compagnie, tu vois. Mais ouais, j'étais tombé là-dedans. Et en gros, je trouve que parfois, le développement personnel comment dire, t'éloigne de toi-même dans le sens où on te vend encore une fois une solution miracle à quelque chose, tu vois. Même la méditation a été vendue comme une espèce de solution miracle à un moment. Faites de la méditation et vous serez plus productif. Faites de la méditation et vous serez plus dans le moment présent. Et donc, quand vous serez dans le moment présent, vous arriverez à rencontrer l'amour de votre vie de manière naturelle. Enfin, tu vois, je dis n'importe quoi, mais ouais, il y avait tout ça, quoi. Ouais, mais c'est intéressant parce qu'en fait... Ouais, il y a cette idée que en fait, voilà, même les pratiques, même les choses les plus belles, en fait, tu vois, des pratiques qui sont censées nous apporter un mieux-être, comme la méditation, par exemple, même le sport, la connaissance de soi et tout. En fait, on peut les pervertir, si on les aborde avec un certain état d'esprit, tu vois. Et en fait, je pense que cet état d'esprit, mais c'est super difficile de sortir de ça. Et moi-même, je suis prisonnier de ça. Je pense à plein d'endroits. Hein. Mais c'est l'idée de l'objectif, quoi, du résultat, tu vois. Genre, tu fais ça pour obtenir quelque chose. Et tu vois, tout à l'heure, tu parlais de course, l'idée d'être en course permanente. Et moi, je crois que je ressens ça aussi un peu en ce moment. Tu vois, genre une espèce de fatigue par rapport à l'impression d'être toujours en train de courir. Et c'est un sujet éternel, on en parle souvent, toi et moi, tu vois, mais en fait, c'est cette idée que tout ce qu'on fait, on le fait pour obtenir quelque chose. C'est jamais, tu vois, une espèce de gratuité de l'acte pour l'acte. Et je dis pas que, évidemment, qu'on est dans un monde de dualité et qu'il y a certaines choses qu'on doit faire qui sont pas agréables pour exister et c'est évident. On est obligé de traverser ces frustrations-là. Mais je pense que justement, le bienfait du développement personnel, c'était à la base de nous offrir à l'intérieur de ces nécessités quotidiennes un espace dans lequel on peut vraiment être qui on est et vraiment vivre le temps sans contrainte d'objectif.
Tu vois, c'était ça à la base, l'idée de la philosophie, l'idée de la sagesse, l'idée du développement personnel, l'idée de la psychologie. C'est viens, on trouve ensemble un espace dans lequel on peut se permettre de sortir des injonctions et en fait de l'attente de résultats, tu vois. Ouais. Et en fait, on a réussi, je pense, à pervertir ce truc-là aussi. On a réussi à en faire, encore une fois, méditer pour être mieux, pour trouver la personne dont vous rêvez, pour vous épanouir dans votre couple, pour vous épanouir dans votre boulot, pour gagner plus d'argent, pour être plus productif, que ce soit la méditation ou même le développement personnel, ce que tu disais, la meilleure version de soi et tout, tu vois. Et je pense qu'il faut pas l'oublier, quoi. Mais c'est super dur. On vit dans un monde où tout est orienté en permanence. C'est hyper dur. Non, mais là, c'est sûr que tout ce qu'on dit, on tombe dans le piège tout le temps et c'est normal, tu vois. Ouais. Mais ce truc d'objectif là dont tu parlais, ouais, c'est vraiment ça Même dans le talk, tu vois, tu te dis, est-ce que c'est la bonne personne pour moi ? Est-ce que c'est, tu vois, est-ce que c'est la femme de ma vie ? Machin, comme un espèce de truc figé, tu vois. De trophées, d'objectifs, et en fait, on en oublie de profiter, en fait, du chemin, quoi. Ouais. Mais même ça, tu vois, faire attention, parce que parfois, t'as aussi l'injonction de profiter, encore une fois, de t'amuser absolument, de profiter du chemin, etc. Et en fait... à partir du moment où t'es dans cette injonction, il faut profiter, il faut machin, t'es encore dans le truc d'objectif, quoi. Mais c'est hyper dur. C'est hyper dur. Je pense que la nature humaine, elle nous pousse aussi à réfléchir de cette façon-là. Mais tu vois, j'ai répondu récemment, j'ai eu une réponse dans l'épisode Dr Love précédent, une question qui me paraissait intéressante. Il y en avait deux d'ailleurs qui m'ont intéressé, mais il y en a une, c'était les questions à poser pour être sûr de notre compatibilité avec la personne quand on vient de se rencontrer. C'est quoi les bonnes questions à poser, tu vois. Et je sais pas pourquoi, mais moi, l'énergie qu'il y avait dans cette question, ça m'a tout de suite évoqué justement ce truc de tu vois, un truc très mental il faut que je m'assure de contrôler certains paramètres bien sûr. à un niveau mental, tu vois, pour être certain que ça va être la bonne personne. Tu vois. Et ça m'évoque ce que tu disais là aussi, parce qu'en fait c'est déconnecté de la réalité de la relation, en fait. C'est déconnecté de ce qui se passe dans le moment présent avec la personne, parce qu'au final c'est ça qui compte, en fait. Bien sûr. Genre c'est pas les questions que tu vas te poser, c'est pas les optimisations intellectuelles que tu vas faire sur tout. Genre le lien, ça se construit dans le temps long, en fait. C'est ça. On en fait tous l'expérience, tu vois. Genre une amitié qui nous est chère, c'est un truc qui s'est construit parce qu'on a traversé des épreuves ensemble, que parfois on s'est frité, qu'on a réussi à traverser ça. C'est un truc de temps long, mais c'est vraiment du temps long, quoi. Tu vois, un meilleur pote, ça se construit pas en 2 semaines, genre. C'est une illusion, tu vois. C'est pas vrai, tu vois. Et c'est pareil pour les relations. Et donc, quand je vois des gens qui me posent ces questions-là, mais c'est touchant, tu vois, parce qu'ils veulent bien faire, ils veulent. Mais en fait, au final, ça véhicule une énergie qui rentre là-dedans, c'est-à-dire un truc d'objectif, et qui met son attention à un endroit, du coup, ça veut bien faire, c'est-à-dire ça veut absolument être sûr qu'on va pas se tromper, etc. Et en fait, dans les faits, ça arrive à l'inverse, parce que à rester dans du mental et dans la bonne question à poser pour être sûr que c'est la bonne personne, on en oublie de concentrer notre attention sur l'essentiel, en fait. C'est-à-dire sur la réalité du présent de la relation, de ce qui se joue là, maintenant, tout de suite, entre toi et moi. Qu'est-ce qu'on est en train de se dire ? Nos corps, qu'est-ce qu'ils se disent l'un à l'autre ? Comment ça... C'est quoi l'ambiance de cette scène ? Tu vois, c'est un truc que je fais en ce moment dans ma formation en Gestalt. C'est... c'est quoi l'ambiance entre nous, tu vois ? Est-ce que c'est safe ? Est-ce qu'on se sent bien ensemble ? Ou est-ce que ça... Tu vois, est-ce qu'il y a une espèce de fuite Et tous ces trucs-là, c'est ça qui est important, en fait. C'est ça la réalité d'une relation. Comme tu disais là, tout à l'heure, avec Roxy, tu te posais des questions sur est-ce que c'est la bonne personne pour moi et tout, quand t'avais ton toc. Et en fait, la réalité de la relation, c'était le fait qu'elle t'aimait et qu'en fait, au fond, tu l'aimais. Et ça, en fait, la réalité du truc a fini par triompher. Parce que le reste, c'était du vent, quoi, tu vois. Ouais, mais tu vois, là, tu disais, est-ce que c'est safe ? Est-ce que je me sens bien avec cette personne, etc.
moi j'ai l'impression que c'est même des questions comment dire, qu'on devrait se poser sans y mettre des mots, c'est-à-dire physiquement. Tu vois, c'est-à-dire et c'est ça moi qui m'a aidé. C'est pas de me le dire dans ma tête, tu vois. Parce que justement, quand je me posais ces questions-là dans ma tête, je rentrais dans des boucles et voilà, ça tournait. Mais en fait, physiquement, si j'accepte les pensées, je les laisse me traverser, etc. Physiquement, qu'est-ce que je ressens, tu vois. Et la réalité, c'est que j'avais envie, tu vois, d'être avec elle, quoi, physiquement. J'avais besoin d'être avec elle. Dans mon corps, je sentais qu'il y a un truc où... Ouais, ça s'imbriquait bien, quoi, tu vois. Ouais. Je pense que les réponses, en fait, elles sont dans le corps, quoi. Elles sont pas dans notre tête. Ouais. Qui est polluée par toutes les projections, toutes les angoisses, toutes les peurs. La tête, c'est bien pour les choses rationnelles, tu vois. Ouais. Sauf que les relations, c'est absolument pas rationnel. Il y a rien de rationnel là-dedans. Et c'est pour ça que la personne qui t'a posé des questions de quelles sont les bonnes questions à poser, c'est ça pour un premier date ou quoi, ça n'a aucun sens. Parce que là, on n'est pas en train d'essayer de résoudre un problème mathématique ou de trouver voilà, quoi, une formule, quoi. En fait, c'est comment tu te sens, tout simplement. Ah putain, ça fait une demi-heure que je suis avec cette personne, que je fais que de me marrer, machin. Voilà, la réponse, elle est là, quoi. Ouais. Tu vois. Ouais. Hyper intéressant. C'est le corps. C'est pour ça, tu vois, c'est drôle parce que je t'ai dit que je t'ai parlé du sport, reconnexion au corps, méditation, pareil. Je sais plus ce que je t'ai dit d'autre, mais c'est dans le corps que se trouvent les réponses pour ce genre de choses, quoi. Je sais pas avec le corps que tu vas réussir à résoudre un problème mathématique tu vois, en terminale S, mais par contre c'est avec le corps que tu vas trouver les réponses concernant ta relation amicale, amoureuse, toutes ces choses là, quoi, tu vois. Très vite t'es assis à côté de quelqu'un, si t'es mal à l'aise avec c'était à côté de cette personne, faut partir, quoi, tu vois. Voilà. Mais tu vois, c'est intéressant parce que en fait, quand tu dis ça, c'est intéressant aussi que tu remettes le mental à sa place et que tu dises le mental, c'est très intéressant, mais ça a une fonction et c'est bien quand ça se limite à cette fonction, tu vois. Ouais. Et j'aime bien ça. Parce que c'est vrai que souvent on entend dans le développement personnel, je trouve, un truc qui diabolise un peu le mental. Ouais. Tu vois, et moi-même, parfois, je me prends à dire ça. Mais j'aimerais clarifier ça en disant que le mental, ça peut aider énormément. Enfin, le mental, ça a une fonction. En fait, le problème avec le mental, c'est quand il se met à jouer un rôle qui n'est pas le sien, quoi. Ouais, c'est ça. Et quand il se met à jouer un rôle qui n'est pas le sien, ça peut devenir destructeur parce que ça te déconnecte de ton intuition. Ouais. Et en fait, peut-être que le fait un bon fonctionnement, c'est une fluidité, un aller-retour permanent entre ton corps, ton cœur, ton mental, quoi. C'est ça. Mais je pense que concernant le couple, par exemple, le point de départ pour prendre une décision ou quoi, il doit venir du corps, tu vois, et pas de la tête. Et la tête va t'aider à formuler ce que tu ressens en fait avec ton corps, quoi. Tu vois. Mais si ça commence par la tête, que c'est des questionnements, c'est après comment dire, il y a des gens qui vont dire oui, mais par exemple quand mon mec ou ma meuf a cette coupe de cheveux, tu vois, j'aime pas, ça me met pas bien et c'est quelque chose que je ressens dans le corps. Oui, mais qu'est-ce que tu fais de ça avec ta tête ensuite, tu vois. C'est ça le truc, tu vois. Qu'est-ce que t'en fais de ça? Et c'est là que le mental peut avoir un rôle qui est bien aussi, c'est-à-dire d'essayer de discriminer. Parce que c'est vrai que si on était en permanence guidé par notre corre, t'imagines, genre, genre, je sais pas, même t'as envie de sexe, je sais pas, tu sautes sur n'importe qui, genre, enfin, c'est juste inconcevable, tu vois. Mais en fait, oui, c'est peut-être le mental, c'est aussi, c'est un espèce de garde-fou, quoi. Bah, ça, après, c'est les instances de la psyché, ça rejoint Freud, tu sais, avec le surmoi. Le surmoi, c'est une instance psychique, justement, qui peut être associée au mental, mais à un niveau un peu inconscient, qui te réfrène dans tes pulsions, quoi. Tu vois. Donc oui, le mental, on va dire, entre guillemets, a un rôle à jouer à cet endroit-là, évidemment. Mais le problème, c'est quand il dicte tout. En fait, c'est toujours une question d'équilibre, en fait. On a besoin de surmoi. C'est-à-dire, sans surmoi, on peut pas faire société, en fait. Bien sûr. Mais en même temps, trop de mental, ça nous tue, quoi. Ouais.
Mais c'est pour ça que c'est hyper dur, toutes ces questions-là. Ouais. C'est hyper dur. Et il n'y a pas de... Pour boucler la boucle, il n'y a pas de solution miracle. C'est tous les jours du rééquilibrage, un pas dans une direction, un pas dans l'autre, et puis tu vois, voilà, t'avances, quoi. Mais en parlant de ça, d'ailleurs, moi j'ai l'impression aussi que récemment, vous avez, avec Roxane, vous avez passé un step encore Ouais. dans votre relation. Où là, enfin moi, d'un point de vue extérieur, après, mais aussi d'après ce que tu me dis et tout, moi je trouve que je vous trouve plus épanoui que jamais. Et d'ailleurs, bah, là, on est chez toi. Ouais. Parce que c'est vrai que j'ai oublié de le préciser, mais on est chez toi aujourd'hui. Ouais. Et, on est chez nous, tu veux dire. On est chez nous, en fait. Bah oui. C'est ça. Vous avez emménagé ensemble. Ouais. Et je pense que ça, enfin, peut-être tu peux nous en parler parce que ça, j'ai l'impression que ça a quand même été un énorme chamboulement dans votre vie et que ça vous a beaucoup aidé à plein d'égards. Enfin, moi, l'impression que ça me donne, c'est que je vous ai jamais vu aussi soudés que depuis que vous avez emménagé ensemble. Ouais, bah ça me fait grave plaisir ce que tu me dis, mec. Ça me fait grave plaisir. Ce qui veut pas dire qu'il n'y a pas d'embrouille et tout, hein, c'est pas ce que je dis, hein, c'est juste, bien sûr. C'est carrément presque à un niveau genre, je sais pas comment dire, genre même dans votre façon de bouger l'un par rapport à l'autre, ça se sent en fait. Comme si là, il y a un truc d'alliance qui s'est fait, genre, je sais pas comment dire. Enfin, moi je l'ai remarqué de ouf. Non, mais carrément. Parce qu'on est deux angoissés et qu'on avait nos peurs respectives, dont le TOC, etc. machin. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble et en fait, ça fait. Donc pour les gens qui nous écoutent, ça fait que 8-9 mois qu'on habite ensemble. Et y a des gens qui sont choqués, tu vois, quand on leur a dit ça. Mais moi, elle comme moi, on n'a pas eu envie de précipiter les choses et d'habiter ensemble, alors que je sais pas comment dire, on avait déjà énormément de trucs à gérer chacun de nos côtés, tu vois. Moi, je me voyais absolument pas habiter avec elle, alors que pendant 3-4 heures de mes journées, je m'enfermais pour réfléchir à mes sentiments à son égard, tu vois. Genre pas du tout. Et en fait, j'ai travaillé dessus, elle a travaillé sur ses peurs aussi, sur tout ça. Et il y a quelques mois, du coup, moi j'ai senti que j'avais besoin que notre relation, j'avais besoin de m'engager encore plus dans notre relation. C'est-à-dire, avant qu'on habite ensemble, on était un couple, mais j'avais l'impression je sais pas comment dire, il y avait un truc où c'était comme si on était en couple, mais on était en même temps pas vraiment en couple. C'est très bizarre à dire, tu vois. Et si elle entend ça, je pense qu'elle sera d'accord avec cette idée-là, c'est-à-dire un peu comme si on pouvait remettre en question la relation toutes les 1 seconde, tu vois. Mais autant de mon côté que du sien, tu vois. Il y avait un truc où, je sais pas. Et en fait, à un moment, j'ai eu envie de m'engager plus et de faire vraiment couple, quoi, avec elle, tu vois. C'est-à-dire... un engagement, quoi, comme une espèce de mariage, mais qui serait symbolisé par le fait d'habiter ensemble, quoi. De dire maintenant on est vraiment, vraiment, vraiment ensemble, envers et contre tout, tu vois, genre. Pour le meilleur et pour le pire. Ouais, c'est ça, c'est ça, tu vois. Et voilà. Et du coup, le fait d'habiter ensemble, forcément, ça a réveillé aussi plein d'angoisses, parce que c'est pas pour rien qu'on a pris autant de temps à habiter ensemble. Mais ça a vraiment solidifié aussi notre relation comme pas possible, quoi. Parce que tu l'as dit, ça te dérangeait pas d'en parler, donc je vais en parler, mais aussi que vous avez commencé une thérapie de couple. Oui. Ouais. Bah oui, parce que en habitant ensemble, comme je l'ai dit, il y a plein d'angoisses qui ont ressurgi. Et à un moment donné, en fait, on n'arrivait plus du tout à se parler, quoi. Enfin, c'est même pas se parler, parce que là, il y a la notion de verbal, mais on n'arrive plus à communiquer, tu vois, même physiquement. Enfin, il y avait tout était un problème tout le temps, quoi. Et on a décidé tous les deux d'entreprendre une thérapie. On avait tous les deux hyper peur de faire cette thérapie, et au final, tu sais, parce que en fait,
au début, Roxane avait très très peur, surtout parce que elle voyait ça comme un échec du couple. Tu vois, c'est-à-dire on fait une thérapie, donc on est un couple de cinquantenaires ou soixantenaires qui je sais pas, qui est tout moumou, tout machin, qui fait pas rêver, machin. Donc on fait une thérapie de couple, tu vois, avec la psy au milieu, truc machin, et moi qui dis, vas-y, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, voilà, à un moment, il y a un truc qui s'est débloqué dans sa tête, et j'étais trop content. Et voilà, on a entrepris cette thérapie et ça nous a énormément aidé. Ça nous aide de ouf. Là, on continue, tu vois. Ouais. On a un rendez-vous la semaine pro et moi, je suis trop content de ce rendez-vous, tu vois, mensuel. Elle aussi, parce que quand on ressort de ce rendez-vous-là, on a des nouvelles clés de compréhension de l'un et de l'autre, du couple aussi, tu vois, de manière générale. Et voilà quoi, et notre relation, elle est encore, elle grandit encore plus quoi, grâce à ça. Putain, c'est ouf. C'est ouf parce que tu vois, effectivement, on pourrait croire l'inverse. Et on pourrait dire, en fait, si on. Mais c'est ça qui est marrant avec votre relation. Et on pourrait croire l'inverse, c'est-à-dire que la thérapie, c'est un aveu d'échec en fait. Ouais. Mais en fait, ce que j'allais dire, c'est ça qui est marrant, c'est que en fait, il a fallu attendre peut-être que vous. De voir le problème en face parce que justement vous aviez fait alliance, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui pouvait plus fuir. Donc à partir du moment, parce que vous êtes dans une situation, vous êtes dans une situation où il n'y avait plus de fuite. C'est-à-dire que vous êtes ensemble dans le même espace en fait. Donc comme il n'y a pas de fuite possible, les problèmes tu les regardes en face. Tu veux pas faire autrement en fait. C'est ça exactement. Et en fait, regarder le problème en face, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un échec. C'est-à-dire si je vois, on préfère faire l'autruche en se disant que le problème n'existe pas vraiment plutôt que de le regarder en face. Et en fait, regarder le problème en face, c'est pas du tout un aveu d'échec. C'est au contraire le début de quelque chose de nouveau. À partir du moment où tu as vraiment regardé le problème en face et que tu t'es mis dans une situation où tu pouvais pas faire autrement que le regarder en face, c'est déjà que tu as commencé à être dans un chemin de guérison en fait. Parce qu'à partir de là, tu peux vraiment construire. Comme il n'y a plus de fuite possible. Et justement, je pense que l'indécision, l'illimité, le côté je m'engage pas parce que je veux pas me mouiller, on pense qu'en faisant ça, en fait, il n'y a pas de problème. Que c'est comme ça qu'on va conserver un monde sans problème, en fait. Exactement. Parce que comme ça, pas d'engagement, pas de problème. Mais en fait, c'est faux. C'est l'inverse qui se passe, en fait. C'est que c'est une façon de ne pas choisir sa vie et une façon de se mettre dans une situation peut-être de fuite et de déresponsabilisation par rapport aux problèmes qui sont là et qui vont émerger. Et en fait, je pense que toute relation, elle tu me disais, c'est pas rationnel, ça va toujours faire ressurgir des parties de nous qui sont pas plaisantes. Et tant qu'on s'est pas vraiment engagé, ces parties-là de nous-mêmes, on peut pas vraiment les regarder en face. Et donc j'ai l'impression que chez vous, c'est parce que vous vous êtes vraiment engagé à un moment que vous avez pu regarder en face ce que la relation faisait émerger de part d'ombre chez vous. Exactement. Et que vous avez commencé à vraiment pouvoir travailler dessus et donc vraiment à vous accomplir en tant que couple quoi. Bah oui. Même si dans le passé aussi il y avait plein de moments hyper cool et tout. Mais là on sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé de nouveau. Et ça je pense que c'est une belle leçon pour plein de gens peut-être qui nous écoutent et qui ont peut-être des problèmes, qui traversent des crises et tout, de couple. Cette idée, en fait, si vous regardez le problème en face et que vous êtes tous les deux prêts à faire ça, parfois il y en a qu'un qui est prêt ou voilà. Mais si vraiment il y a un travail qui est fait et que vous êtes prêt à voir le truc en face, c'est pas un constat d'échec. C'est au contraire une opportunité incroyable pour retrouver, tu vois, un chemin je sais pas, d'épanouissement, quoi, tu vois. Et puis c'est là que l'amour prend une autre dimension aussi. Parce que bien entendu que Roxane et moi, enfin voilà, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, on n'a pas attendu d'habiter ensemble pour s'aimer. Oui, bien sûr. On s'aime énormément depuis très très longtemps, etc. Mais du fait d'habiter ensemble, il y a un truc où on a décidé d'arrêter ce système où on se voyait que quand on avait envie de se voir. Et du coup, on prenait entre guillemets que le bon, tu vois. Là, on s'est dit, ok, on se met ensemble, on habite ensemble, donc on va vivre aussi avec tous les choses qu'on n'a pas envie de voir habituellement, tu vois. Et ce que je veux dire par l'amour prend une autre dimension, c'est que à partir du moment où on accepte de voir toutes les failles chez l'autre, c'est là aussi que tu vois si l'amour tient vraiment, quoi. C'est-à-dire, est-ce que tu l'acceptes avec toutes ses failles, en fait, en vérité, tu vois. Il y avait un truc où on était un peu dans un déni aussi de
toutes les aspérités qu'on pouvait déceler chez l'autre, tu vois. Et dès qu'on on s'approchait un peu trop de ces aspérités-là, on avait un moyen de se rabattre, tu vois, de fuir, de tout ça, quoi. Donc il a fallu que vous ayez plus de solution de repli pour exactement, ça. Ouais. Ouais, non, mais c'est ça, on a décidé de plus fuir. Bon, après, il y a des gens qui arrivent encore à fuir, même s'ils habitent ensemble, tu vois, mais nous, notre démarche était vraiment voilà, quoi. Ouais, de vivre entièrement avec l'autre, voilà. C'est hyper intéressant. Je pense qu'il y a des clés là-dedans qui sont vraiment... qui me paraissent... Enfin, je pense que ça me paraît essentiel. Après, on n'est pas en train de dire qu'il faut absolument habiter ensemble. Non. Vous étiez pas prêts, par exemple, mais chacun avant... chacun son truc. Ouais. Chacun son truc. C'est... Voilà. Il y a des gens, j'en connais pas, mais il y a des couples qui, après 20 ans, n'habitent pas encore ensemble. J'imagine que ça se passe aussi très bien et que ça leur va, tu vois. Chaque couple est unique et voilà. Mais nous, on n'habitait pas ensemble parce que il y avait vraiment un truc derrière de déni, tu vois. Voilà. Et je pense que à un moment donné, ce déni-là a provoqué beaucoup de problèmes dans notre relation. Parce que le couple avait besoin de passer à un autre step, tu vois, au step supérieur, entre guillemets, et qu'on ne l'acceptait pas. Et donc, du coup, on reproduisait en boucle les mêmes erreurs, quoi. Voilà. Ouais, ok. Ouais, cette idée du step supérieur que vous avez retardé pendant très longtemps. Mais en même temps, c'était bien comme ça parce que vous n'étiez pas prêt à ce moment-là. On n'était pas prêt. Voilà. Ouais. Mais je pense que ça peut être inspirant pour pas mal de couples, cette idée-là. Alors après, l'idée, c'est pas forcément comment dire, on n'est pas en train de dire que la solution magique, c'est tout à coup d'habiter ensemble, parce que je pense que chez certains couples, même le fait d'habiter ensemble, ça peut être le déclencheur d'une séparation derrière. Bien sûr. Bah, franchement, nous, on a cru qu'on allait se séparer. Hein. On a commencé à habiter ensemble. Vraiment. Ouais. Et là, on souffle hein, depuis qu'on fait cette thérapie. Ouais. On souffle, vraiment. Ouais. Ouais. Moi, en tout cas, je n'ai plus cette impression-là, tu vois. Je me dis plus, oh là là, on va se séparer, etc. Je me dis, waouh, genre, maintenant, on a des clés de ouf. Ok, il y a encore des problèmes, etc. Mais jamais eu autant foi en ma relation et en mon couple. Tu vas me dire, mais si je me trompe ou pas, mais j'ai l'impression aussi que le fait d'avoir une tierce personne qui est témoin un peu de ce que vous faites et qui a une espèce de regard neutre, j'ai l'impression que ça, c'est hyper aidant, non ? Oui. Qu'est-ce qui t'aide exactement ? Enfin, tu vois, si tu peux nous dire ce qui peut... Peut-être qu'il y a des couples qui hésitent à faire une thérapie, tu vois. Ce qui aide là-dedans, c'est que tu peux pas mentir déjà. Parce que la thérapeute, le ou la thérapeute va te... S'il est bon. Oui, s'il est bon, va réussir à voir quand tu essayes de mentir, de tout ça, et puis de manière très habile va t'aider à répondre, tu vois. Donc déjà, ouais, il y a un truc où c'est très difficile de mentir, et t'es obligé d'être humble en fait quand il y a quelqu'un d'autre, tu vois. C'est-à-dire quand t'es seul avec ton conjoint ou ta conjointe. Tu peux très vite entrer dans un truc de guerre, tu vois, c'est toi qui as fait ça, moi j'ai plus fait ça, toi t'as fait ça, machin, pointer du doigt et chacun se fait un peu la guerre, etc. Quand il y a un thérapeute qui est là, ça s'arrête très vite ça, tu vois, parce qu'il va te poser des questions et que en fait tu vas dire oui c'est vrai qu'à ce moment-là, machin. Enfin je sais pas comment dire, ça recadre vachement ça recadre vachement les conflits et la relation, quoi. Est-ce que tu as l'impression d'emporter un peu du thérapeute avec vous dans la relation de tous les jours ? C'est-à-dire au sens où, limite, je sais pas, moi je me figure toujours ça un peu comme ça. En tout cas en thérapie individuelle, c'est ce que je me dis. Quand ça marche bien, il y a des moments où genre tu te rappelles ce que tu as vu en thérapie et tu te le formules et tu te dis ah ouais, là il m'aurait dit ça et c'était ça tête de ouf. Est-ce qu'il y a ça avec la thérapie de couple aussi ? Genre, c'est pas à des moments où il y a peut-être des embrouilles, vous vous déclenchez et rapidement vous regardez et vous êtes en mode, ah ouais, qu'est-ce qu'elle aurait dit à ce moment-là ? Et genre, comme si vous aviez un peu emmené sa présence avec vous. Enfin, je sais pas. Ouais, c'est pas conscient, mais c'est très possible, ouais. Maintenant que tu le dis, oui, clairement. Mais c'est surtout, on apprend des choses vraiment, en fait, sur la communication avec notre thérapeute
Et du coup, bah, c'est comme des nouvelles, je sais pas comment dire, des nouveaux skills, quoi. Tu vois, avant, peut-être qu'elle m'aurait crié dessus, j'aurais réagi en criant aussi. Puis en fait, j'ai appris que, là je dis vraiment le truc le plus basique de la Terre, que en fait si à ce moment-là je me mets dans la pièce d'à côté et je laisse un peu passer, bah quand je vais revenir, elle va être plus calme et on va pouvoir mieux discuter, tu vois. Ouais, voilà. Mais non, mais franchement, plutôt que enfin franchement, de mon expérience, vraiment ce que je peux dire pour les gens qui écoutent et tout et qui hésitent à faire une thérapie de couple parce qu'ils ont peur que ça remue la merde ou j'en sais rien, tu vois. Franchement, si vous sentez que vous en avez besoin, faites-le, quoi, vraiment. Vraiment, ça change tout, quoi. Ça change vraiment tout. Voilà. Ouais, franchement, c'est cool. Hein. Ouais, non, franchement, c'est... Alors, il faut que ça se démocratise, parce que je sais que la génération de nos parents, par exemple, par rapport aux thérapeutes, ils ont vraiment un truc par rapport à ça, quoi. Il y a vraiment une espèce de fierté mal placée. Ouais. Avec tout le respect que j'ai pour eux, par rapport à ça, ils sont fatigants parfois, parce que, alors pas tous évidemment, hein, il y a plein de cinquantaires, soixantenaires qui vont voir des psys, et c'est très bien, tu vois, mais j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup aussi qui ont une espèce de fierté mal placée par rapport à ça, genre ouais, non, c'est pour les fous, c'est même pour les thérapeutes de couple, tu vois. Et en vrai, j'ai envie de dire, mais non, quoi, genre, enfin, tellement pas, en fait. Genre, c'est parce qu'on arrive à être vulnérable et à le dire, en fait, qu'on peut évoluer et qu'on peut mieux s'épanouir aussi, tu vois. Ouais, clairement. Je pense que c'est vraiment hyper important, quoi. Ouais. N'ayez pas peur de demander de l'aide, quoi. Ouais, c'est ça. Exactement. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un truc pas sexy dans le fait de demander de l'aide. C'est pas du tout valorisé, quoi. Ouais. On a tellement peur de demander de l'aide. Moi, le premier, hein. Moi, je suis un gars qui aime bien faire les trucs par moi-même parce que j'aime pas demander de l'aide. Mais en vrai, j'apprends de plus en plus à... En fait, c'est aussi un truc de renoncer à sa toute-puissance. Ouais, exactement. Parce que demander de l'aide, c'est avouer, finalement, que t'es pas tout-puissant. Donc forcément que ça fait mal à l'ego, en fait. Bien sûr. Tu vois Non, et puis c'est avouer non seulement que t'es pas tout puissant, mais que parfois les choses sont moches, tu vois. Ouais. Reconnaître que c'est moche, tu vois. Et c'est ce qu'a fait Roxane, tu vois, en acceptant, enfin, en décidant même d'aller voir la thérapeute, parce qu'elle était aussi moteur là-dedans. Elle a, comment dire, elle a accepté de reconnaître que, à certains endroits, notre relation pouvait être moche, tu vois. Et c'est pas grave, en fait. C'est pas grave, c'est normal, en fait, que ce soit moche. Et c'est ça, pour faire le parallèle avec ce qu'on disait sur les réseaux sociaux, etc. On veut que tout soit beau tout le temps. Que tout soit rapide, parfait, efficace, machin truc. Dans la lenteur, il y a cette notion de... on contemple la beauté, mais on contemple aussi la mocheté, quoi. Tu vois. Et ça fait du bien, genre. De ouf. Vraiment. Le moche, c'est incroyable, en fait, tu vois. Non, mais c'est vrai, je sais pas comment dire autrement, mais c'est... Regardez le laid, regardez ce qu'on considère en tout cas comme moche ou laid ou pas bien, ou c'est tellement déculpabilisant et libérateur, c'est incroyable. Ouais. Incroyable. Mais encore faut-il, j'imagine, le faire avec un état d'esprit qui soit pas dans la complaisance ou genre en mode, tu sais, t'as toujours ces gens qui passent leur temps à se plaindre ou je sais pas quoi. Oui. Alors ça c'est autre chose, ouais, bien sûr. Ouais. Non, bien sûr. Oui, c'est... Encore une fois, c'est ne pas chercher à rendre le moche beau, tu vois, c'est-à-dire de s'en servir pour l'objectif final qui est de dire, tu vois, avec un autre objectif en tête, tu vois. Donc ça, ce serait la plainte en fait. C'est genre en mode exactement. La plainte, c'est en fait tu luttes contre ce qui est moche parce que t'aimerais que ce soit beau, quoi. Ouais. Non mais c'est ça en vrai. Non mais c'est ça, exactement. C'est ça, hein. Ouais. Et en fait, quand tu parlais du pouvoir libérateur et créateur presque de regarder nos parts moches et laides, c'est de les regarder sans... Mais c'est ça qui est bizarre, c'est que sans vouloir les changer, en fait, en voulant les changer quand même, parce que ce qui nous fait mal, on en a quand même envie d'avoir, mais en avouant qu'on n'a peut-être pas pouvoir dessus, quoi. Enfin, je sais pas. Il y a peut-être un truc à cet endroit-là aussi, tu vois. C'est pour ça que moi, pour moi, ça me... Sur l'imperfection, tu veux dire? Ouais, sur l'imperfection. Non, je pense qu'il faut vraiment pas chercher à changer ça, en fait, tu vois. Je pense qu'il, par contre, il faut l'accepter. Et mais vraiment, si tu décides de... Enfin, comment dire, c'est assez complexe et subtil, là, ce qu'on est en train de dire, tu vois. Donc, c'est un peu difficile à comprendre, mais j'ai l'impression que
si ton objectif, si tu veux aller chez le thérapeute pour que ton couple devienne le couple parfait, pour moi, t'es encore un peu dans le faux, tu vois. C'est-à-dire, si ton objectif, c'est d'aller chez le thérapeute pour mieux vivre ces moments-là, tu vois, réussir à les accepter et pouvoir regarder tu vois, le tableau de ta relation avec les tâches, machin, et quand même l'apprécier, tu vois, là, oui. Mais si c'est pour tu vois, tout remplacer, machin, et faire un truc qui brille de machin truc, je pense que là, c'est là qu'on se trompe, en fait. Tu vois. Voilà. En fait, on dit la même chose depuis le début, je pense. Hein, vraiment, à chaque fois, il y a toujours ce truc, tu vois, mais qui, encore une fois, qui pour moi paraît basique, mais tellement dur à mettre en pratique. Ouais, non, c'est intéressant. Et peut-être, j'aimerais aborder un dernier thème dans cet échange, c'est par rapport au masculin, peut-être. Ouais. J'aimerais que tu donnes ta définition, parce que c'est vrai que je n'en ai jamais parlé avec toi. Ouais. C'est quoi tu vois, alors on parle beaucoup du masculin toxique. Ce serait quoi l'inverse du masculin toxique? Masculin sacré, peut-être. Sacré, c'est un peu connoté, genre ça fait un peu New Age. Mais je sais pas, masculin lumineux, on va dire. C'est quoi pour toi le masculin lumineux? Alors là, je sais pas. Enfin, le truc, c'est que moi, je généralement plus admiratif des femmes que des hommes, tu vois. Du féminin, en fait. Des parts féminines chez les gens. Ouais. Tu vois, c'est ce qui me séduit en général le plus chez les gens que je côtoie, tu vois, quand je sais pas, un homme qui pleure, ça va me toucher immédiatement, tu vois. La douceur chez une femme, la douceur chez un homme, cette capacité à montrer sa vulnérabilité, qui sont du coup plus des attraits féminins, tu vois. Me séduisent beaucoup plus, tu vois, et me touchent beaucoup plus. Du coup, c'est vrai, enfin, tu me poses la question, mais tu me poses une colle en même temps parce que je pense jamais à ce qui me plaît enfin, dans le masculin, en fait, tu vois. En général, moi, je vois le masculin comme un truc dur, tu vois, sec. Là, on peut imaginer plein de choses, tu vois, quand je dis ça. Non, mais ce que moi j'estime être un masculin lumineux, c'est peut-être un besoin de protéger, une facilité à protéger l'autre, tout en ne lui imposant rien, tu vois. Je sais que moi, par exemple, j'ai peut-être pas assez choyé mon masculin, tu vois. Et du coup, là, cette année, par exemple, j'ai décidé d'être quelqu'un sur qui on pouvait compter, tu vois. De vraiment faire les choses pour être quelqu'un sur qui on peut compter, que ce soit financièrement, sur d'autres choses, etc. Et j'ai l'impression que ça, c'est... Il y a cette notion de masculin derrière, tu vois. Okay, quelqu'un sur qui on peut se reposer, tu vois, peut-être. Okay. Sur qui on peut compter, qui est... Tu vois, tout à l'heure, je disais dur. Mais peut-être que le positif de ça, ce serait solide. Tu vois, une espèce de solidité. Quelqu'un sur quelque chose... Enfin, quelqu'un sur lequel on peut s'appuyer, quoi. Vraiment. Et se reposer. Hyper intéressant, ça. Voilà. Solide plus que dur, en fait, tu vois. Qui peut être aussi doux, qui peut être aussi un peu... je sais pas comment dire... voilà, souple, tu vois, mais solide. Ouais. Voilà. Ouais, c'est hyper intéressant, ça. Et toi, t'estimes que t'as ça? Bah là, j'essaye de... Tu veux dire cette solidité, j'étais vraiment pas quelqu'un en tout cas d'assez solide à mes yeux. Non, je me considère comme quelqu'un de courageux, tu vois. Mais je pense que j'étais pas constant dans cette solidité-là, tu vois. Je pense que... ouais. Je pense qu'on pouvait compter sur moi à certains moments et puis qu'à d'autres, j'existais plus, tu vois. Genre, je disparaissais d'un coup, quoi. Et là, j'ai plus... et c'est ce qui fait que je suis quelqu'un de très irrégulier, tu vois. Et là, cette année, j'ai vraiment décidé, pour le coup,
c'est une vraie résolution que j'ai envie de tenir, tu vois, en 2025. Et puis pour le reste de mes jours, mais c'est d'être quelqu'un sur qui on peut vraiment, vraiment compter. Surtout Roxane, tu vois, les gens qui m'aiment. Voilà. Bah, en tout cas, sache que t'as toujours été quelqu'un sur qui on pouvait compter affectivement. Bah, ça me fait plaisir. C'est vrai. T'as toujours été là pour les gens que t'aimais. Toujours. Ouais. Même avec Roxane, hein, regarde. Non, mais c'est sûr. Quand, c'est sûr. Quand on y pense, même parfois un point de vue extérieur peut te la rappeler, mais tu vois, malgré ce que t'as traversé, les angoisses, les traumas, tu vois, genre. Et ben en fait, elle a toujours pu compter sur toi parce que la preuve, regarde, t'es là dans votre appartement et elle t'aime, tu vois. Ouais. Et moi aussi, tu vois. Et donc, tu vois, parfois je pense qu'on est tellement dur avec soi-même aussi parce que cette société, elle met derrière des trucs genre de masculinité, tu vois, la notion d'argent, la notion de réussite, de, je sais pas, de ces trucs de virilité qui sont un peu en fait des signes extérieurs de virilité mais qui disent rien. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ta définition sur la solidité. Parce que ça me paraît être essentiel, c'est ça en fait. Est-ce que t'es quelqu'un sur qui on peut compter, quoi. Et on peut avoir tous nos défauts, effectivement. Moi aussi, je me reconnais vachement dans ce que tu dis. Moi, je me trouve aussi un peu irrégulier, tu vois, dans ma façon d'être. Je suis quelqu'un de très sensible, donc je peux avoir des cycles d'humeur très irréguliers, tu vois. Ouais. Et mais en fait, en dernière instance, la question qui se pose, c'est est-ce que t'es quelqu'un sur qui on a pu compter, quoi. Est-ce que c'est ça la définition finalement, la solidité pour les autres? Est-ce que t'es quelqu'un sur qui on a pu compter, tu vois, sur qui les autres ont pu compter, tu vois. Moi, je pense que la réponse est oui. Ouais. Alors évidemment, c'est jamais parfait, on n'est jamais tout le temps là, parfois on est dans nos angoisses, du coup on n'est pas vraiment là, mais en dernière instance, t'as toujours eu cette volonté, et moi j'espère aussi avoir ça, tu vois, de cultiver, en fait, je pense que c'est bien de se le rappeler. En tout cas, moi je peux parler que pour toi, je peux pas parler pour moi, mais je sais que si on parle de solidité, d'être quelqu'un sur qui on peut se reposer, et dont on sait qu'il est là, toi je sais que t'es une des 2-3 personnes dans ma vie, où depuis 15 ans, je sais que je peux t'appeler à n'importe quel moment, tu vois. Genre, je le sais, en fait. Ouais. Et ça, pour moi, si c'est pas la définition de ce que tu viens de dire, je sais pas ce que c'est, tu vois. Ouais, bah ça me touche, mec, ce que tu me dis, ça me fait plaisir de ouf. Hein. Mais pareil, dans l'autre sens. J'essaie de réfléchir en même temps qu'on parle de côté masculin lumineux, tu vois. Mais c'est vrai que, en fait, c'est ouf parce que... j'ai vraiment du mal à définir ça. Je trouve que t'as pas mal parce que tu viens de définir ce que c'était pour moi le masculin lumineux, c'est ça en fait. Ouais. C'est un truc qui tient, tu vois. Et t'as parlé d'une espèce de truc paradoxal qui est ce qui est souple mais en même temps qui est solide. Ouais. Et en fait, ça parle de la complexité humaine et de l'alliance des contraires. C'est-à-dire que l'alliance du féminin et du masculin, c'est justement l'alliance entre la souplesse et la solidité, finalement. C'est-à-dire comment savoir être solide tout en étant souple. Je suis un génie en fait. Tu vois, donc pour moi, si on devait résumer l'essence du masculin lumineux, c'est ce que tu as dit pour moi en fait. C'était une très bonne définition, vraiment. Ah bah, tant mieux. Ouais. Bah peut-être qu'on peut, ça peut être un mot de conclusion, parce que je pense que l'épisode est déjà long. En tout cas, c'était hyper cool. Merci pour cet échange. Ouais, je le rappelle là, je le dis parce que j'ai oublié de le dire au début. Mais ouais, là on est chez Simon pour cet épisode. Enfin chez Simon et Roxane du coup. Roxane qui est pas là ce soir, mais je suis venu, j'ai fait un petit épisode en dehors de chez nous. Enfin, je voulais faire cet épisode là en dehors de chez nous, dans un contexte un peu différent. Anna n'est pas là encore une fois. Parce que voilà, j'avais besoin d'avoir un nouveau setting et de discuter peut-être d'autres sujets entre mecs, quoi. Donc voilà. Ouais. Bah écoute, moi ça m'a fait grave plaisir, mec, de discuter tout ça. Mais c'était très cool, ouais. Merci pour. Tu vois, dans mon corps, je sens que j'ai passé un bon moment. Super. En tout cas, merci pour tous ces éclairages. Je pense que ça aidera pas mal de nos abonnés. Et puis voilà. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Et puis voilà. Ciao, ciao. Ciao.